aujourd'hui, ce que l'on va décrire, ce que je vais essayer de décrire, c'est le processus de découverte du médicament et le processus de développement jusqu'au stade où le médicament va être testé pour la première fois chez l'homme. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter dans un premier temps les généralités au sujet vraiment de ce processus de découverte. Et j'espère qu'on aura le temps de rentrer dans 3 exemples un peu plus techniques. Et ça, c'est pour ça que je l'ai réservé pour la fin. Ça va être plus peut-être pour des gens qui connaissent un peu de biologie. Mais je crois qu'il y a 3 exemples intéressants qui vont vous montrer 3 façons différentes en fait, d'arriver à un médicament innovateur. Donc, ce qu'il faut se rappeler, comme je l'ai dit, c'est que pour une société de biotechnologie, la découverte, et on va s'adresser à une société qui évidemment veut découvrir des médicaments, mais la découverte de nouveaux médicaments est un processus essentiel. Une société de biotechnologie ne peut pas survivre si elle n'est pas innovatrice, si elle ne découvre pas de produits innovateurs. Ce n'est pas comme certaines autres sociétés. La seule chose à vendre, ce sont des médicaments, pas de nouveaux médicaments, pas de revenus, et la société peut évidemment ne pas survivre. Donc ce processus est essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est, et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'au point de vue scientifique, je crois qu'il faut différencier la recherche, qui est vraiment la découverte de comment le corps humain fonctionne, de comment les processus biologiques sont interconnectés, et la partie, ce que j'appelle innovation, qui est vraiment transformer cette recherche, les résultats de cette recherche en un médicament, en une vraie innovation. Et ce sont 2 processus assez différents. Je crois que j'ai toujours dit que les missions de l'université, qui est plus une mission de recherche, est assez différente de la mission d'une société de biotechnologie, qui est vraiment de transformer cette recherche en innovation. Et je vais vous montrer pourquoi. Aujourd'hui, l'innovation, c'est très différent de la recherche. Pourquoi il y a beaucoup de tâches tout à fait différentes des tâches de recherche pure. Bon, comment se passe, et je vais essayer d'être assez simple, comment se passe le processus de découverte d'un nouveau médicament? Je vais adresser 4 éléments. Premièrement, l'initiation du projet. On est devant une page blanche. Comment on décide de commencer un nouveau projet de recherche? Deuxièmement, quel est le type de médicament? Je vais vous dire, il y a plusieurs façons de trouver des médicaments. Ça peut être de la chimie, ça peut être des anticorps. Le processus vraiment complet, c'est-à-dire de la première étape jusqu'à la sélection du produit avant de rentrer chez l'homme, et quelques exemples au cours de cette présentation. Alors, comment est-ce qu'on commence vraiment un nouveau projet? Alors, imaginez-vous, vous créez, la société est créée, on décide de, comme Actelion a fait, on décide de partir sur de nouveaux projets, de découvrir de nouveaux médicaments. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. La première chose, c'est un nouveau mécanisme a été découvert. On ouvre son Science, son Nature, et on se rend compte qu'il y a dans une université une grande découverte d'un nouvel enzyme, d'un nouvel récepteur qui n'était pas connu et qui semble jouer un rôle important dans un processus physiologique ou dans une maladie. Ça, c'est la première façon de découvrir un produit. La deuxième façon, c'est d'améliorer un produit qui existe. Et je vais dire comment est-ce qu'on peut procéder. Il y a un produit est sur le marché, mais il a un effet secondaire ou il a une limitation. Et à ce moment-là, on décide d'améliorer ce produit qui existe. Troisième façon, et c'est une façon assez fréquente, et plus fréquente que ce qu'on croit, c'est au cours du développement d'un produit ou lorsqu'un produit est sur le marché, on se rend compte qu'il y a un effet secondaire qui peut être intéressant. En fait, on appelle ça effet secondaire, mais en fait, ça peut être un effet qui peut être utilisé dans le cas d'une autre maladie. Et puis, la dernière façon, qui est une façon qui n'a encore pas montré vraiment tellement de résultats, mais qui est évidemment une façon,
je veux dire, qui sera de plus en plus utilisé dans l'avenir, c'est que le génome humain est maintenant décrypté et beaucoup d'équipes essayent de décrypter les fonctions de tous ces nouveaux gènes qui ont été découverts et il est tout à fait possible, à partir de la connaissance de ce génome, de débuter un projet, par exemple en décidant de s'adresser à un gène particulier. Alors, la première façon, donc, c'est un nouveau processus, c'est la découverte d'un nouveau processus physiopathologique. C'est un enzyme, c'est un récepteur, une hormone nouvelle. Sa structure n'est pas toujours connue. Et évidemment, souvent, se commence une course pour la description de cette structure. Et en général, il y a un papier et on ne sait pas si ce nouveau processus joue un rôle aussi important que les découvreurs de ce processus l'ont fait. Donc, il va y avoir un processus d'essayer de savoir si vraiment ce nouveau mécanisme est un mécanisme intéressant. Et là, il y a plusieurs critères qu'il faut savoir. Et c'est quelque chose de vraiment très, très difficile. C'est là où ils vont faire la différence, où l'expérience compte, où le fait d'avoir travaillé, d'avoir découvert d'autres médicaments va rentrer en compte. Et c'est pour ça pourquoi il est très, très difficile de rentrer dans ce métier, on peut dire, sans avoir une expérience de beaucoup d'années. Alors, donc, en général, le rôle de on va appeler ça, de ce récepteur a été identifié. Il faut déjà tout savoir quel est le rôle de ce produit dans la physiologie, c'est-à-dire dans le fonctionnement normal du corps humain. Un bon truc, c'est de savoir que si ce récepteur joue un rôle très important dans le fonctionnement normal, je ne parle pas de maladie, dans le fonctionnement normal du corps humain, il est très risqué d'essayer de découvrir un médicament qui va bloquer entièrement ce nouveau récepteur. Parce que tout simplement, si vraiment ce récepteur est essentiel au fonctionnement normal, les effets secondaires qui vont faire suivre au blocage de ce récepteur vont être trop importants et les chances de trouver un médicament sont faibles. Donc, en général, et c'est le troisième point, je crois que personnellement, on s'adresse toujours à un récepteur ou un mécanisme qui est surtout impliqué dans une maladie, c'est-à-dire qui joue un rôle peu important chez le sujet normal, mais qui est soit ce qu'on appelle uprégulé, c'est-à-dire qu'il est exprimé en quantité plus importante, ou il joue un rôle plus important dans le cas de maladie. Deuxièmement, il faut savoir où est-ce que est situé ce récepteur. Par exemple, si on fait un médicament pour le système nerveux central, on va essayer de s'adresser à un type de neurone qui n'est pas présent partout au niveau du système nerveux central. Par exemple, si on veut s'adresser à un médicament qui va supprimer la notion de faim, il faut évidemment voir et être sûr que les neurones que l'on va essayer de bloquer, où les récepteurs sont présents, sont les neurones présents au niveau de l'hypothalamus où la zone de la faim est présente. Si tous les neurones, si les récepteurs sont présents sur tous les neurones du système nerveux central, il y a forte chance, et c'est jamais sûr, mais il y a de fortes chances que ce produit aura des effets au niveau de toutes les fonctions, ça peut être les fonctions cognitives, les fonctions du cerveau. Donc on a grande chance d'avoir peut-être un effet sur la faim, mais des effets secondaires qui vont prévenir l'utilisation de ce médicament pour la faim. Il faut évidemment essayer de comprendre si ce récepteur doit être stimulé ou il doit être bloqué. Ce n'est pas toujours évident, parce qu'en fait, souvent, on connaît qu'un récepteur est présent, il est fabriqué en grande quantité dans les maladies, mais on ne sait pas si en fait il joue un rôle protecteur, c'est-à-dire que l'organisme utilise ce récepteur comme un moyen de combat contre la maladie, ou si en fait c'est un récepteur qui joue le rôle initiateur de la maladie.
Il est toujours très difficile de le savoir et ce n'est pas évident. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'un nouveau médicament apparaît, il y a toujours deux types d'écoles. Il y a des écoles qui disent que ce médicament va être très dangereux parce qu'en fait ce processus est essentiel. Et il y a une type d'école qui dit, écoutez, non, c'est la cause de cette maladie, donc il faut bloquer ce processus. Et donc j'ai parlé à la fin de l'approche génétique, qui est une approche qui est de plus en plus utilisée. Alors comment est-ce que, deuxième approche, c'est on essaye d'améliorer un médicament qui existe. Alors ce médicament, il peut être tout d'abord pas assez efficace. Souvent, le premier produit d'une série, et surtout, je pense que il y a 10 ou 20 ans, les processus de sélection n'étaient pas aussi perfectionnés que maintenant. Donc souvent, le premier médicament n'était pas très efficace, n'était pas puissant. Donc il est possible d'essayer d'améliorer son efficacité. Le premier produit peut avoir des effets secondaires. Donc il faut essayer de garder l'efficacité de ce premier produit en essayant d'éviter les effets secondaires, en sachant souvent que c'est un processus de commencer un projet pour essayer d'éliminer les effets secondaires d'un produit existant. C'est un projet en général beaucoup plus difficile que ce qu'on croit, parce que souvent les nouveaux médicaments, lorsqu'ils permettent d'éviter un effet secondaire, mais un autre effet secondaire peut apparaître. Donc à ce moment-là, on n'a rien gagné. Donc souvent, il est beaucoup plus difficile d'améliorer un produit existant que de partir de zéro et d'essayer de trouver un nouveau produit qui va bloquer un nouveau mécanisme. La pharmacocinétique et la facilité d'administration. Par exemple, si le premier produit ne peut être qu'injecté, ou il faut une injection par jour, une piqûre par jour au malade, si on peut remplacer ce médicament par un médicament qui va être absorbé sous forme de comprimé, évidemment, on a un énorme progrès parce que les malades vont pouvoir utiliser ce produit de façon beaucoup plus facile et beaucoup moins traumatisante. Alors, la découverte peut être aussi fortuite. Tout le monde connaît le Viagra. Il faut savoir que le projet chez Pfizer de Viagra est un projet dans l'angine de poitrine. Et les médecins qui ont fait les premiers tests cliniques ont observé ce qu'on a appelé un effet secondaire et ont absolument vu que cet effet secondaire pouvait être un effet qu'ils pouvaient utiliser pour les problèmes d'érection. Et donc, le Viagra a été découvert de cette façon-là. C'était un projet complètement destiné à une autre indication. La toxicologie. Souvent, lorsqu'on a de bons toxicologues, on peut observer en toxicologie, à des doses qui n'étaient pas les doses que l'on avait prévues, des effets qui vont pouvoir être en fait utilisés dans une maladie. Par exemple, la thalidomide, on a pu observer des effets sur les cellules sanguines, et aujourd'hui, la thalidomide, qui est connue, qui était un médicament fait pour les céphalées, les douleurs, des maux de tête, ce sont ces effets secondaires qui sont utilisés aujourd'hui dans certains types de cancers. Voilà, donc je vais essayer de décrire quelques exemples de ce processus de découverte en parlant, et on reviendra plus tard, mais par exemple du Tracleer, qui est le médicament qui est vendu par Actelion, la société où je travaille. Et ce Tracleer a été découvert à la suite de la découverte d'un nouveau processus qui était la découverte de l'endothéline, qui était une hormone qui provoquait une constriction des artères. On décrira plus tard le processus, mais donc ça, c'était un mécanisme nouveau. L'orexine récepteur antagoniste, je dirais, ça, c'est un mixte entre un mécanisme nouveau, qui était la découverte de l'orexine, et l'orexine, on pensait jouer un rôle dans l'appétit. Et ce qu'on a découvert assez rapidement, c'est qu'en fait, lorsque l'on fabriquait des animaux qui ne sécrétaient pas, c'était des souris qui ne sécrétaient pas cette hormone, l'orexine, ces animaux développaient une maladie proche de la maladie humaine qui s'appelle la narcolepsie. Donc, la narcolepsie, c'est une maladie où les malades
dorment durant la journée et ne peuvent pas contrôler ces phases de sommeil. Et en fait, on a pu ainsi constater que l'orexine joue un rôle essentiel dans le sommeil, et c'est la raison pour laquelle nous avons débuté ce projet, enfin nous avons plutôt modifié l'orientation de ce projet sur l'orexine. Les inhibiteurs de l'arénine ont été découverts à la suite de la découverte de l'arénine, de la purification en plus de l'arénine. L'arénine joue un rôle essentiel dans la synthèse d'une hormone ou d'un peptide, l'angiotensine 2. Et la compréhension de toute la cascade qui amenait à la fabrication d'angiotensine 2 a permis la découverte de nombreux produits qui bloquaient à chaque fois une étape de cette voie de synthèse. De façon très intéressante pour l'arénine, c'est que alors que le premier projet, enfin, l'idée initiale était évidemment de bloquer cette rénine, ce projet, depuis 50 ans, n'a pas amené la découverte encore d'un produit qui soit sur le marché. Mais par contre, toutes les autres voies de synthèse ont pu être bloquées. Ce qui montre aussi, c'est que ici, la compréhension d'une hormone, de mécanisme, n'aboutit absolument pas forcément à la découverte d'un produit. Ça demande beaucoup de travail et je vais essayer de décrire après pourquoi ce type de travail. Et il y a deux autres types d'exemples que j'essaierai de vous rappeler par la suite. Donc, l'initiation du projet, c'est vraiment une étape essentielle. C'est là, vous voyez que l'expérience compte peut-être le plus. C'est vraiment le moment où il faut se concentrer et réfléchir le plus. Et évidemment, cette initiation du projet, si on s'oriente sur une bonne voie, ça va conditionner le succès futur d'un projet, parce que malheureusement, si on est parti sur une voie, comme je l'ai signalé, d'un produit avec un potentiel toxique, on peut travailler pendant 10 ans, arriver à un produit et se rendre compte que, comme il était attendu, ce produit, par exemple chez les sujets normaux, entraîne des effets toxiques. Alors, une fois que l'on a décidé de débuter cette phase de recherche, il faut se poser la question de savoir comment on va bloquer cette hormone, comment on va bloquer ce récepteur et quel type de médicament il va être, disons, logique, quel est le type de médicament qu'il faut essayer de trouver. Je vais donner quelques exemples. Si on sait qu'une hormone de très grande taille manque dans l'organisme, il est évident qu'aucune voie de synthèse chimique ne va permettre d'aboutir à la fabrication d'une telle hormone, car les chimistes devraient faire des centaines de réactions pour arriver à la construction d'un produit trop grand. À ce moment-là, il est clair que cette hormone devra être remplacée par une protéine recombinante, c'est-à-dire qu'il sera nécessaire de faire fabriquer par des levures ou par des cellules humaines une hormone. Donc on s'adresse uniquement ici à de la biologie moléculaire avec la fabrication d'une protéine recombinante. Si l'on veut par exemple bloquer un facteur de croissance qui joue un rôle dans le cancer. Par exemple. Je vais prendre l'exemple de la vastine qui bloque un facteur de croissance qui est très important. Ce facteur de croissance, c'est le VEGF qui entraîne la formation des vaisseaux sanguins qui vont nourrir les cellules tumorales. Donc on veut bloquer ce VEGF pour que les cancers ne soient plus nourris par ces nouveaux vaisseaux. À ce moment-là, on sait que dans le cancer, c'est une maladie très grave. Il faut faire au plus vite, il faut trouver un médicament le plus efficace, le plus puissant possible. Et en fait, de savoir si ce médicament doit être absorbé par la bouche ou doit être injecté n'est pas un problème essentiel. Car le plus important, c'est de bloquer ce facteur de croissance. Et là, l'approche par les anticorps monoclonaux humains, humanisés, est certainement l'approche la plus logique et la plus rapide. Dans un deuxième temps, évidemment, la fabrication de produits par chimie organique peut améliorer les effets de ces anticorps, mais ça prendra beaucoup plus de temps, ce sera beaucoup plus difficile et les risques
d'avoir un produit moins sélectif sur ces facteurs de croissance est un risque non négligeable. Par contre, si on s'adresse à un produit pour le système nerveux central, par exemple, j'ai mentionné un produit pour la faim, un produit pour le sommeil, il est clair que ce produit doit aller au niveau du cerveau, doit pouvoir pénétrer dans le cerveau. Donc à ce moment-là, il faudra le cerveau étant protégé par ce qu'on appelle une barrière entre le sang et le cerveau qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, il va falloir trouver un produit qui va pouvoir passer cette barrière, qui va donc être de petite taille, et seul un produit de type fabriqué par la chimie organique a de grandes chances de pouvoir pénétrer au niveau du cerveau et atteindre le récepteur désiré. Évidemment, il y a d'autres approches. C'est clair que dans une maladie génétique où, par exemple, un gène manque, la thérapie génique, qui n'est pas encore utilisée couramment, mais je pense qu'il progresse énormément, est la voie, car on ne voit pas comment un médicament, enfin, il est très difficile par un médicament de remplacer un gène manquant, ou en tout cas d'arriver à se substituer à la fonction de ce gène. Les cellules souches, lorsqu'il y a une perte, par exemple, au niveau du système nerveux central de certains types de cellules, l'utilisation des cellules souches qui est donnée à son début sera certainement une voie d'avenir. Et maintenant, il y a d'autres approches, par exemple l'utilisation du RNA interférent, la thérapie cellulaire. Donc, vous voyez qu'il est possible d'aborder un problème par beaucoup de façons différentes. Alors, maintenant, je vais essayer de décrire le processus classique, qui est, disons, la découverte d'un médicament, je dirais, par chimie organique. Alors, il y a plusieurs étapes pour découvrir ce produit. On a identifié un processus, on a identifié une hormone, et il va se passer 4 étapes. Premièrement, on va essayer de découvrir un produit grâce à un processus de sélection à travers une librairie, c'est-à-dire que, je vais revenir plus tard, un produit qui va être peu actif, mais qui va être le guide pour l'amélioration de ce produit et la synthèse finale du produit. C'est ce qu'on appelle un lead en anglais. Et ce lead, après, va être donc dans un deuxième temps optimisé. Après sa phase d'optimisation, il sera caractérisé dans des processus in vivo et grâce à des expérimentations in vitro et in vivo. Et après tous ces processus, le produit sera sélectionné pour un développement préclinique qui sera abordé dans le deuxième cours. Alors, comment est-ce qu'on découvre vraiment un lead? Le lead est découvert après des tests qui utilisent le récepteur ou l'hormone que l'on doit bloquer ou l'enzyme. Et ce récepteur doit tout d'abord cloner. Aujourd'hui, on le clone et on l'exprime en grande quantité. Donc, on a, par exemple, on va prendre le cas d'un récepteur. On a un récepteur qui va être soit purifié à partir de tissus humains ou de tissus animaux, soit de façon beaucoup plus fréquente aujourd'hui, donc cloné et exprimé. Donc, on a ce récepteur. Et on a, dans les sociétés, disons, de biotechnologie, des librairies de produits, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, chez Actelion, je crois, 500 ou 600 000 produits. Et on essaye de savoir si parmi ces 500 ou 600 000 produits, il y a un produit qui, par hasard, va pouvoir bloquer ce récepteur. Et donc, il faut mettre en place un test qui va nous permettre de tester, parce qu'il va falloir faire 500 000 ou 600 000 tests. Il va falloir donc mettre en place un processus qui va nous permettre de faire une sélection parmi ces 500 000 ou 600 000 produits. Donc, évidemment, il faut mettre en place un processus qui va avoir un haut rendement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un test par jour ou 2 tests par jour, parce que ça va mettre 20 ans. Il doit donc évidemment être automatisable, on doit pouvoir utiliser des robots. Il doit pouvoir être, disons, on doit pouvoir être sûr des résultats, c'est pas parce qu'on ne va pas faire 2 fois les mêmes expériences, donc il faut être sûr de partir avec des tests précis. Il doit évidemment
ne pas sélectionner des produits qui n'agissent pas, donc il doit être sélectif. Il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle de faux positifs, ou le moins possible, et il doit aussi être peu coûteux, parce que si on fait 600 000 tests, il faut que chaque test puisse être fait à un prix de revient abordable. Alors on utilise beaucoup de systèmes, ça peut être des fluorescents, ça peut être l'utilisation de radioisotopes. Si c'est des antibiotiques, on peut utiliser la croissance de certains microbes, on peut utiliser certaines cellules entières qui sont cultivées, on utilise par exemple ces marqueurs sur ces cellules, on peut aussi utiliser des tissus isolés. Donc il y a une possibilité, suivant le type de produit, d'utiliser beaucoup de méthodes différentes afin de pouvoir sélectionner ce lead. Et ce qui est très important, c'est l'interprétation des données. Parce que lorsqu'on a 600 000 tests ou 600 000 produits testés, on a en général 20, 30, 40, ça peut être 200 ou 300 produits qui vont avoir une activité contre ce récepteur. Et c'est là que l'expérience encore des chimistes, l'expérience des biologistes va être très importante. Pour chacun de ces nouveaux produits, il va falloir essayer de savoir si c'est un faux positif ou un vrai positif. Il faut savoir si ce produit, par exemple, si on veut détruire un type de cellule, il y a une façon très simple, c'est d'avoir un produit qui est un solvant ou un produit qui va vraiment être toxique pour la cellule. On ne veut pas rechercher des produits toxiques. On veut rechercher des produits qui vont interférer avec un récepteur, mais pas un produit qui va tuer toutes les cellules, que ce soit les cellules par exemple cancéreuses ou les cellules normales. Donc il faut essayer de savoir, d'interpréter chacun de ces points positifs pour essayer vraiment de limiter son choix à des médicaments qui ont peu de chances d'être toxiques, qui vont vraiment agir sur le produit et qui vont être sélectifs pour la cible que l'on a sélectionnée. Alors évidemment, lorsqu'on dit on a 500 ou 600 000 produits, il faut savoir que les produits en chimie, avec le temps, ils s'abîment, c'est pas comme le bon vin, en général ça a tendance à se dégrader. Il faut savoir qu'ils peuvent se cristalliser, qu'ils peuvent se déposer sur les parois du récipient dans lequel ils sont. Donc il faut évidemment être sûr de la qualité des produits que l'on donne. Il faut savoir aussi qu'il y a de grands efforts qui sont faits dans les sociétés de biotechnologie pour avoir une librairie de produits qui soient très différents les uns des autres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des modèles mathématiques qui permettent de sélectionner des produits qui ont une conformation différente dans l'espace, qui va augmenter les chances de trouver un produit positif. Il faut savoir que, par exemple, des sociétés qui fabriquaient des herbicides ont décidé de mettre à la disposition de certaines industries pharmaceutiques leur librairie de produits. Et évidemment, ces expériences en général n'ont pas été couronnées par beaucoup de succès parce qu'il y avait un seul type ou plusieurs types de produits qui étaient évidemment orientés vers les herbicides. Et en fait, ces produits soit étaient toxiques, soit n'interagissaient pas avec les récepteurs que l'on veut bloquer. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir par exemple 100 herbicides dans sa librairie parce qu'on ne sait jamais, une fois, un produit qui est voulu être découvert pour l'agriculture peut être actif sur le récepteur et peut donner un guide pour une utilisation nouvelle. Et ce n'est pas un processus facile du tout. Je vais vous donner un exemple. Dans les antibiotiques, et je crois qu'il y avait une revue récemment faite, je crois, dans Science, je crois qu'une société comme GlaxoSmithKline a identifié, grâce à sa connaissance du génome des bactéries, 300 cibles potentielles pour de nouveaux antibiotiques. Et après 10 ans de travail sur ces cibles potentielles, aucun nouveau lead n'a pu être découvert sur aucune de ces cibles. Tout simplement, et on peut constater qu'aujourd'hui, les nouveaux antibiotiques sont issus des antibiotiques qui étaient faits il y a 10 ans, des céphalosporines, des macrolides, de ces produits. Dans les librairies qui existaient dans les sociétés chimiques, il n'y avait pas de produits qui correspondaient à ces nouvelles cibles. Il n'y avait pas la diversité
des structures qui permettaient de s'adresser à ces nouvelles cibles. Donc ça montre combien c'est difficile et combien la librairie initiale va conditionner le succès possible de la processus de découverte. Donc une fois qu'on a trouvé ce gars, admettons qu'on ait un peu de chance, qu'on trouve ce lead, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il va falloir, si le produit n'est pas, en général il n'est jamais assez puissant, il faut avoir amélioré sa puissance. Si le produit n'est pas stable, c'est-à-dire que lorsqu'il est en comprimé, au bout de 2 jours, il désagrège, il faut augmenter sa stabilité. Si ce produit doit être injecté par voie veineuse, parfois il faut augmenter sa solubilité, parce que s'il ne peut pas rester en solution, évidemment, on ne peut pas l'administrer. S'il n'est pas sélectif, si par exemple il bloque 3 ou 4 récepteurs, dont 70 récepteurs sont importants pour certaines fonctions vitales, à ce moment-là, il faut améliorer sa sélectivité. S'il a par exemple un radical, une partie de cette molécule peut être toxique, par exemple fabriquée, elle peut être à l'origine de radicaux réactifs qui sont mutagéniques, par exemple, il faut éliminer cette partie de la molécule. Si ce produit doit être absorbé par voie orale, il y a une grande chance que ce produit ne soit pas absorbé et qu'il fasse améliorer ses caractéristiques pour qu'il puisse passer à travers la barrière intestinale. S'il est éliminé trop vite, alors si on veut donner ce produit 1 fois par jour ou 2 fois par jour, par exemple, il a une élimination en quelques minutes, il va falloir augmenter son temps d'élimination. S'il interagit avec d'autres produits, par exemple en bloquant l'élimination d'un autre produit, il va falloir éviter que cette interaction se fasse. Donc toute une phase d'optimisation va se dérouler. Et cette phase d'optimisation est évidemment aussi très difficile parce qu'il y a malheureusement peu d'outils qui vont aider le chimiste. Et évidemment, le chimiste, c'est la qualité du chimiste qui va permettre cette phase d'optimisation. Pour l'amélioration de la puissance, dans le cas d'enzymes, il est possible de co-cristalliser le premier lead avec cette enzyme et de savoir comment, grâce à une cristallisation et à la détermination de la structure de ce complexe, on peut déterminer comment le lead interagit avec cette enzyme. Et là, il est possible d'avoir quelques idées par des techniques de modélisation par ordinateur. Mais souvent, lorsqu'on parle de récepteurs, par exemple, il est très difficile, il est impossible aujourd'hui d'avoir ce complexe entre le produit et le récepteur. Donc il y a des modèles par ordinateur, mais en fait, bien souvent, c'est un processus d'essai, c'est un processus d'erreur. Le chimiste fait une modification et tout doucement construit ce qu'on appelle une structure-activité, c'est-à-dire qu'il comprend, il essaye de savoir quelle est la partie de la molécule qui va se lier au niveau de ce récepteur, quelle est la partie de la molécule qui n'est pas importante, quelle est la partie de la molécule qui est responsable de la toxicité. Donc, grâce à la synthèse de plusieurs, en général, milliers de produits, les chimistes comprennent, par, disons, expérimentation, ce qu'il faut faire pour optimiser le produit. Il y a eu certaines techniques, par exemple, de synthèse automatisée des produits, ou de chimie combinatoire ou de chimie parallèle. Et ces processus permettent la synthèse de grandes quantités de produits, mais malheureusement, on se rend compte que pour la phase d'optimisation, ces méthodes ne sont souvent pas assez précises. Et en général, un bon chimiste arrive à optimiser un produit en synthétisant, disons, 200 ou 300 produits, alors que la synthèse par chimie combinatoire de 30 000 ou 40 000 produits n'arrive pas à cette phase d'optimisation. En fait, c'est quelque chose qui doit être fait main. Et il n'y a pas de façon très industrielle d'optimiser un produit. Donc, ce produit, il est optimisé. Il a la puissance qui est désirée. Il n'a pas les caractéristiques, disons, biochimiques tel qu'il va interagir avec d'autres produits, et il va falloir maintenant tester in vivo,
c'est-à-dire dans des expériences animales, si le concept que l'on avait envisagé est un concept valide et si toutes les espérances que l'on a pour ce produit vont être comblées. Alors, en général, et ça c'est un bon conseil, il faut commencer toujours par des modèles simples et certainement pas essayer, et ça je crois que c'est l'erreur de beaucoup de débutants dans cette industrie, beaucoup de biologistes essayent dès le début de reproduire la maladie telle qu'il la voit chez l'homme, et donc d'essayer de se rapprocher le plus de la réalité. Alors que dans une première phase, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de produits seront éliminés, et on n'arrive jamais à trouver le produit idéal la première fois. Donc ce qu'il faut plutôt trouver, c'est un modèle simple qui va nous permettre de sélectionner rapidement un ou deux produits ou trois produits. Disons, on va arriver à un maximum de 5 produits qui vont être testés dans une deuxième phase dans des modèles beaucoup plus sophistiqués. Mais il ne faut absolument pas partir initialement avec des modèles trop compliqués. Alors, ces modèles, ils doivent être simples, ils doivent permettre, si possible, non seulement de savoir si le produit est actif, mais sa durée d'action, de permettre de trouver la dose. C'est absolument essentiel dès le début de savoir quelle est la dose efficace de ce produit, et le rapport entre sa dose efficace et sa toxicologie vont être un élément essentiel pour la sélection du produit. Et ça permet, il faut avoir un système qui permet de tester beaucoup de produits. Parce qu'il faut savoir que si on sélectionne un produit ou deux, à la fin du processus complet, il y a très peu de chances que l'on finisse avec un produit parce qu'on trouve toujours un effet secondaire, un problème. Donc il faut en général partir avec quelques centaines de produits qui vont pouvoir être testés dans des modèles simples pour arriver à sélectionner 5 produits qui seront testés dans des modèles plus sophistiqués et pour arriver à la sélection d'un produit. Donc la notion de dose est essentielle, la notion de pharmacocinétique est aussi essentielle. Ça veut dire que dans ces tests, il faut pouvoir être sûr que, par exemple, si le produit est testé par voie orale, ce produit est effectivement absorbé. Donc un bon conseil, si vous voulez savoir si un nouveau principe fonctionne, commencez par des injections intraveineuses, donc vous êtes certain que le produit est administré chez l'animal, il n'y a pas de problème d'absorption, pour savoir si ce produit donc est injecté de façon intraveineuse, on est sûr qu'il est présent dans l'organisme, et donc si on ne voit pas l'effet désiré, on sait que ce médicament ne sera pas efficace. Donc, je vais vous donner quelques exemples, disons, plus que j'ai vécu et qui vont vous montrer quelques exemples de comment on peut, parce que c'était ma spécialité, disons, c'était de tester les produits ou les médicaments in vivo, parce que je suis un physiologiste au départ, ou un pharmacologue, et j'ai à chaque fois, pour chaque projet, nous avons essayé, alors ça peut être, j'ai essayé, disons, de développer des tests qui permettaient de sélectionner ou de tester un grand nombre de produits. Et c'était des tests qui n'étaient évidemment pas le plus proche dans ce premier série de tests de la maladie, mais qui nous a permis, disons, de faire la différence vis-à-vis de beaucoup d'autres sociétés. Alors, un des premiers nouveaux modèles, c'était un modèle qui était fait pour tester le TPA, qui est un produit qui dissout les caillots au niveau, par exemple, lorsqu'on a un infarctus, le caillot est présent au niveau d'une artère coronaire. Et lorsque j'étais chez Roche, il y avait un premier produit qui existait, où il y avait la streptokinase, il y avait un autre produit par Genentech, et on essayait de développer de nouveaux produits thrombolytiques. Et au moment où on m'a demandé de tester 1 ou 2 ou 3 produits, la seule façon de tester ces produits était en fait d'injecter un caillot, c'est-à-dire on fabriquait artificiellement un caillot, on le mettait au niveau d'une artère, et puis on injectait le produit, et à ce moment-là, on mesurait, par exemple, après 30 minutes, après 1 heure,
on sacrifiait l'animal, on ouvrait la veine et on pesait avec une balance le caillot qui restait. Alors si le produit était très puissant pour entraîner la fonte de ce caillot, le poids diminuait, et s'il était inactif, le poids restait intact. Alors vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on voulait avoir un produit et qu'on voulait avoir un effet vis-à-vis du temps, un effet vis-à-vis de la dose, il fallait sacrifier, disons, des dizaines d'animaux. Donc à ce moment-là, j'ai pensé que pourquoi ne pas marquer de façon radioactive ce caillot, ce que l'on a fait en injectant de l'iode radioactif à l'intérieur de ce caillot. Donc on fabriquait le caillot de façon artificielle, on mettait ce caillot marqué de façon radioactive et on suivait avec un compteur externe la décroissance de la radioactivité. Si le caillot n'était pas lisé, le niveau de radioactivité restait stable. Si le caillot était lisé, à ce moment-là, on voyait la disparition de la radioactivité, puisque la radioactivité, le compteur était placé juste au niveau du caillot, donc le produit se dissolvait, la radioactivité se dissolvait dans le sang. Donc on pouvait, avec un seul animal, savoir si le produit était actif. On pouvait en prendre 2 pour être sûr, ou 3, mais on remplaçait, avec 3 animaux, on arrivait à avoir la même information qu'avec 40 ou 50 animaux auparavant. Donc ça nous a permis de sélectionner et de pouvoir, malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup des produits, en fait, n'étaient pas ce qu'on voulait avoir, mais de pouvoir sélectionner à travers une grande série de produits thrombolytiques. Pour l'inhibition de l'arénine, qui était mon premier projet chez Roche, lorsque je suis arrivé donc chez Roche, la seule façon de tester ces inhibiteurs de l'arénine était d'anesthésier certains singes, parce que l'arénine est très spécifique, donc on ne peut pas la tester chez des chiens ou chez des rats. Et on est obligé de le tester chez des primates. Et à ce moment-là, pour mesurer la pression artérielle chez des primates, il fallait anesthésier l'animal et sous anesthésie, mettre un cathéter et mesurer la pression de façon, disons, pendant l'anesthésie et en utilisant l'artère d'un animal, ce qui ne permettait pas d'utiliser une deuxième fois. Donc à ce moment-là, à chaque fois que l'on voulait faire une dose-réponse, on était obligé d'utiliser 20 ou 30 animaux. Et c'était durant l'anesthésie, avec toutes les indifférences de l'anesthésie. Et ça ne permettait certainement pas de savoir si le produit était injecté par voie orale, parce que pendant l'anesthésie, évidemment, les produits ne sont pas absorbés, car au niveau de l'estomac, en général, le transfert de produits à travers l'estomac est très limité. Donc à ce moment-là, nous avons décidé chez Roche de développer un système qui était à ce moment-là transporté, un système de télémétrie, où tout simplement on mettait un capteur de pression au niveau d'une artère, et à ce moment-là, ces capteurs étaient trop gros pour être implantés, parce que la technologie n'était pas comme elle est aujourd'hui, mais on mettait ce capteur dans un petit sac à dos que le primate transportait, et on pouvait donc utiliser, on les a utilisés pendant des années, le même animal, et on pouvait tester chez le même animal des dizaines de produits. Et ça, cette technologie nous a permis évidemment d'augmenter par beaucoup la possibilité de tester des nouveaux produits dans les inhibitions de l'arénine. Le Tracleer, ça je vais le laisser pour... j'ai quelques diapositives qui vont vous montrer à la fin de ce cours comment on a pu procéder pour découvrir le Tracleer, mais l'orexine, c'était la même chose. Je vous ai parlé de ce produit pour le sommeil. Et évidemment, nous avons aussi développé pour des façons de pouvoir mesurer le sommeil chez des animaux par des systèmes de télémétrie, par des mesures automatisées des différentes phases de sommeil. Donc, il y a cette phase où on va sélectionner des produits qui sont actifs dans un modèle qui nous montre que le produit marche, mais qui est certainement un modèle éloigné de la pathologie, de la maladie finale, donc de la maladie qu'on veut s'adresser chez l'homme. Mais à ce moment-là, on sait que l'on a 3 ou 4 produits qui sont actifs
sur le récepteur, sur l'enzyme que l'on a décidé de bloquer ou d'activer. Donc le produit est actif, on sait qu'il est absorbé et on sait qu'il fait ce qu'il doit faire. C'est vraiment le but de cette première série de tests. À ce moment-là, il faut savoir si ce produit qui fait ce qu'il doit faire, dont on connaît les doses, dont on sait à quelle dose il va bloquer l'enzyme, le récepteur, il faut savoir si ce produit va être actif, cette fois-ci, dans un modèle qui va être le plus proche, c'est le contraire, le plus proche possible de la maladie humaine. Et c'est là aussi tout l'intérêt du chercheur d'essayer d'abord de connaître la maladie. C'est pour ça que je crois que la participation de médecins est importante dans ce processus. Ils doivent savoir vraiment ce qu'est la maladie humaine. Ils doivent pouvoir discuter avec des consultants qui connaissent cette maladie. Et ils vont donc essayer de reproduire le modèle ou les modèles, parce que souvent il y a plusieurs modèles, une maladie correspond à beaucoup de formes différentes. Donc on va essayer de reproduire expérimentalement cette maladie. Il y a évidemment beaucoup de façons de le faire. Aujourd'hui, on utilise le blocage de certains récepteurs, de certains gènes pour arriver à faire ce qu'on appelle des knockouts, des animaux qui n'ont pas, donc qui reproduisent une maladie parce que le déficit génétique de la maladie peut être effectivement simulé dans ces modèles, mais on peut utiliser, par exemple, si on veut utiliser l'infarctus du myocarde, c'est une des choses que j'ai fait, on peut provoquer une ligature, en ligaturant une artère coronaire, on peut simuler un infarctus du myocarde. Si on veut reproduire de l'angine de poitrine qui est due à un blocage progressif d'une artère coronaire, on peut tout à fait simuler ce blocage de l'artère coronaire en mettant ce qu'on appelle un constricteur améroïde. Donc disons un petit tuyau de plastique qui va progressivement fermer l'artère coronaire comme un malade qui a une astérosclérose et pour laquelle son artère coronaire va se boucher. Mais il faut savoir que ce sont des modèles très sophistiqués. Ça peut prendre plusieurs années pour arriver à simuler de telles maladies. Ça demande souvent des spécialistes et c'est souvent une partie de la recherche où je crois qu'il est tout à fait utile pour un chercheur dans une industrie d'aller cette fois à l'extérieur, d'aller trouver le spécialiste, parce qu'il y a souvent un spécialiste mondial qui connaît parfaitement cette maladie et qui a chez lui le modèle correspondant vraiment à la maladie. Lorsqu'on s'est chez Roche, lorsqu'on s'est cherché les inhibiteurs d'arénine, on est allé donc chez le professeur Ménard et le professeur Corvol qui avaient développé ces modèles de marmoset où on pouvait tester les inhibiteurs de l'arénine. Lorsque on a développé, par exemple, le clazosentan que j'ai mentionné, qui est un produit pour certains types d'hémorragie cérébrale, nous sommes allés au NIH où certains type de modèle d'hémorragie cérébrale avait été développé. Il est très difficile pour une industrie biotechnologique d'avoir évidemment tous ces modèles et souvent de reproduire à l'intérieur de la société le modèle en entier prend beaucoup plus de temps et n'est pas toujours efficace. Donc souvent, il faut aller à ce moment-là à l'extérieur. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est que ces modèles, aussi sophistiqués qu'ils soient, sont toujours limités. Il y a des différences chez les espèces. Même les primates sont très différents de l'homme. Il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de primates, la majorité des primates, ne mangent que des fruits. Et donc ne sont pas omnivores comme l'homme. Donc leur absorption, par exemple, leur absorption gastrique va être très différente de l'absorption. On pense toujours que les primates sont la panacée, pas du tout. Il faut savoir qu'un chien, par exemple, a une alimentation beaucoup plus proche d'une alimentation humaine, et donc une absorption intestinale, un métabolisme intestinal qui va être beaucoup plus proche de l'homme que les primates, par exemple. Mais c'est évident que les primates, pour beaucoup de récepteurs,
pour beaucoup d'hormones sont très très proches de l'homme. Par contre, il faut savoir que leur absorption sera différente. Il faut savoir aussi, il faut savoir que les maladies, en général, sont multifactorielles. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Il est impossible ou rarissime que l'on puisse, en un modèle, reproduire la maladie humaine. Lorsqu'on parle du cancer, c'est évident qu'il y a de nombreux cancers. Alors qu'on parle de l'hypertension artérielle, il y a beaucoup de formes différentes d'hypertension artérielle. Donc il faut bien se rendre compte qu'en général, nos possibilités d'imiter la maladie, de reproduire les maladies pour tester ces produits sont limitées. Lorsqu'on parle d'effets secondaires, et on parle d'effets secondaires rares, il est souvent difficile et je dirais impossible de prévoir quels vont être les effets secondaires d'un produit. Lorsque l'on parle d'un effet secondaire rare, ça peut être un effet qui va survenir chez un malade sur 10 000. Et souvent, les gens nous disent « mais pourquoi l'industrie pharmaceutique n'a pas pu voir cet effet secondaire ?» Alors, je réponds de façon assez simple, c'est-à-dire que de dire si le modèle animal doit reproduire ce qui se passe chez l'homme, il va falloir avoir un modèle animal dans lequel l'effet secondaire va apparaître chez une fois sur 10 000. C'est-à-dire qu'il va falloir tester 50 000 ou 60 000 animaux, il va falloir sacrifier 60 000 animaux pour voir, avec un peu de chance, un effet secondaire. Donc vous voyez que ça devient difficile. Alors on peut dire, oui, mais pourquoi ne pas reproduire en augmentant la dose, par exemple, et de vérifier que cet effet secondaire n'arrive pas chez l'animal, donc une fois sur 10, une fois sur 20, et va nous permettre d'avoir une idée de la survenue de cet effet secondaire chez l'homme. Alors il faut savoir que si on reproduit chez l'animal un effet secondaire et qu'il survient, par exemple, chez un animal sur 20 ou 30, c'est évidemment un effet secondaire qui va être différent de celui qu'on recherche et qui arrive chez l'homme une fois sur 10 000. Donc, il est très, très difficile, dans ces modèles animaux, de prévoir des effets secondaires qui vont survenir de façon rare. Il faut simplement avoir quelques idées, quelques indications. Si, par exemple, chez un animal, on voit que une pression artérielle diminue de façon à des doses très importantes, on peut pouvoir rechercher quelques indications dans les premiers tests cliniques. Mais il est très difficile de savoir quels vont être des effets secondaires rares. Il va falloir, chez ces modèles sophistiqués, avoir une notion de la dose, quelle va être la dose efficace. On va pouvoir aussi comparer par rapport aux produits existants, on va pouvoir combiner les différents produits et on va pouvoir voir le potentiel toxique, mais le potentiel toxique avec une toxicité importante et certainement pas le type d'effet secondaire rare que j'ai mentionné. Donc on arrive bientôt à ces critères de sélection. Si le médicament est actif dans ce modèle que j'ai appelé sophistiqué, si sa pharmacocinétique est suffisante, si ce produit est sélectif, si, et ça je crois que c'est très important, si on peut le fabriquer en quantité suffisante pour qu'il puisse être utilisable chez l'homme, s'il est stable, on va donc pouvoir arriver au processus de sélection et donc toutes les données vont être rassemblées, tous les chercheurs, ça se passe comme ça, tous les chercheurs mettent toutes les données ensemble, on écrit un document et on décide souvent de sélectionner un produit ou, ce qui est souvent recommandable, d'en sélectionner 2 ou 3. Si on a vraiment des doutes et si on a la chance d'avoir 2 ou 3 produits qui ont des qualités égales, il est souvent judicieux de sélectionner 3 produits pour pouvoir le développer, parce que la deuxième phase que je voudrais décrire dans l'autre partie de mon cours, qui est la phase de la toxicologie, de la détermination du potentiel toxique, mutagénique, carcinologique, souvent aboutit à l'élimination de certains produits. Donc, sélection de 1, 2 ou 3 produits. Et voilà où je voulais en terminer, puisqu'on est arrivé maintenant à avoir 3 produits. Et dans la deuxième partie du cours, je vais essayer de décrire ce qui va se passer lorsqu'on a sélectionné ces produits et peut-être vous donner, pour finir, quelques exemples.
Voilà.